du budget, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, chers collègues, Mesdames, Messieurs, après une pause de 3 jours, nous reprenons donc notre marathon budgétaire. Même si en réalité ces 3 jours n'ont pas été une pause pour tout le monde, puisqu'on vient de le voir, le rapporteur général du budget et les honorables députés qui l'ont assisté dans sa tâche ont beaucoup travaillé. Ils ont surtout bien travaillé. Le rapport synthétique est de qualité. Nous adhérons à son contenu et au nom du gouvernement, je voudrais féliciter ses auteurs. C'est donc un honneur et un plaisir pour moi de me retrouver dans cet hémicycle, ce lieu chargé d'histoire, où sont écrites certaines des plus belles pages de notre récit national, pour échanger avec les élus du peuple que vous êtes sur 4 considérations. La première, c'est les considérations générales du projet de loi de finances 2023. La deuxième, c'est la dette publique. La troisième, c'est la partie recette du projet de budget 2023. Et enfin, les projets de budget des institutions de la République prévus par notre Constitution et de la primature. Mais avant cela, permettez-moi de remercier une fois encore l'ensemble des honorables députés pour l'accueil courtois et le traitement républicain dont ils nous gratifient depuis le début de ce processus que nous avons quand même entamé depuis le mardi 25 octobre 2022. J'apprécie beaucoup nos échanges, ils sont relevés, constructifs et sans complaisance. J'ose pouvoir dire que la République est sortie grandie de la phase d'examen du projet de loi de finances par la Commission des finances élargie aux commissions techniques. J'espère pouvoir affirmer que ce sera encore le cas à l'issue de ces plénières. En tout cas, le gouvernement continuera d'être à votre écoute, de respecter vos prérogatives légales et constitutionnelles, d'entretenir un dialogue fécond avec vous afin que les Sénégalais qui nous regardent puissent se sentir fiers de leurs élus et de leurs gouvernants. Monsieur le Président, honorables députés, le projet de budget pour l'année 2023 est effectivement arrêté à 6 411 milliards. Effectivement, en 2012, il s'élevait à 2 344 milliards. On voit donc qu'il a quasiment presque triplé en 10 ans. On est revenu là-dessus. Mais ce budget est bâti sur une projection de croissance de 10,1%. C'est revenu plusieurs fois dans nos discussions, contre une croissance en 2022 de 4,8%. Bien sûr, certains économistes, certains honorables députés aussi, peuvent estimer que cette prévision de croissance est trop ambitieuse. C'est ce qui est ressorti dans nos discussions, dans les échanges, dans vos questions, dans votre questionnement. Mais vous aurez aussi remarqué que les plus pessimistes d'entre eux, le Fonds monétaire international, a révisé de nouveau la projection de croissance. Si vous vous rappelez très bien, au premier jour de la présentation du rapport économique et financier, la projection du Fonds monétaire tablait sur 8,1%. Et avant-hier, quel est le nouveau taux que le FMI
a eu à prévoir 8,7%. Déjà, ça a varié en quelques mois de près de 0,6 points. Le FMI est en train tout tranquillement de se rapprocher de nos projections. Un honorable député l'a dit, la Banque mondiale prévoit quasiment plus de 9%. Donc, ces institutions se rapprochent de nos 10,1% qui sont donc crédibles. Ce qui est sûr, c'est que le Sénégal va retrouver et même dépasser son rythme de croissance d'avant Covid. Depuis qu'on a initié le plan Sénégal émergent en 2014, la moyenne de la croissance au Sénégal a été de 6,6% contre 3% à la période antérieure. Mais il est important de dire cette croissance, est-ce que ça se mange au Sénégal? Je vais vous démontrer comment notre croissance se mange et va au-delà de l'emploi. Cette croissance que nous avons au Sénégal, suivant l'approche revenu, les 32%, c'est des salaires aux résidents. Je parle en présence de l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. C'est des résidents sénégalais qui ont 32% des revenus. Les non-résidents, 1%. 7% de paiement d'impôts sur la production et sur les bénéfices. 5% de dividendes versés à des non-résidents et 56% pour accroître sur place les capacités productives de l'entreprise. Voilà la répartition de la croissance. Salaire donné aux Sénégalais qui consomment. C'est ça qui fait qu'on est arrivé maintenant de 408 milliards de masse salariale à 1273 milliards de masse salariale. C'est des taxes qui sont payées. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui des recettes internes de plus de 3 600 milliards. Et c'est ça qui nous permet d'investir dans les secteurs clés de l'économie nationale. Et vous pouvez faire tous les calculs. Vous verrez que 80% de nos ressources publiques sont investies dans les 6 secteurs clés de l'économie nationale. Infrastructures et services de transport, infrastructures et services énergétiques, agriculture, hydraulique et assainissement, santé et protection sociale. Donc vous verrez que 80% de nos ressources sont dans ces 6 secteurs. L'eau et l'assainissement est dedans. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc le projet de loi qui vous est soumis en termes de dépenses, effectivement, c'est 4 297 milliards par rapport à effectivement des ressources de 5 141 milliards, point 9. Ça veut dire simplement que nous sommes en train de financer nos dépenses internes par 84% de nos ressources internes. Donc, la souveraineté budgétaire du Sénégal est en marche. Recalculer pour les budgets antérieurs les dépenses internes par rapport aux ressources internes, vous trouverez quel taux ça a augmenté dans le processus de développement du Sénégal. 84%. Les dépenses sur ressources extérieures, oui, c'est 667,9 milliards dans le projet de loi de finances 2023. Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor, qui s'équilibrent en recettes et en dépenses, c'est 176 milliards 900 millions. Tandis que l'amortissement de la dette, retenons quand même ce chiffre. J'ai entendu beaucoup de montants sur qu'est-ce que le Sénégal paye en 2023. On paye les intérêts et commissions pour 424 milliards et l'amortissement de la dette pour 1269,6 milliards. Les deux ensemble
font 1600 milliards. Ce n'est pas 2000 milliards, ce n'est pas 2500 milliards. Le projet de loi de finances 2023 arrête le service de la dette à 1600 et quelques milliards. C'est un point important que nous devons retenir. La dette, le service de la dette, c'est les intérêts et commissions et l'amortissement. Les deux réunis vous donnent le service que vous payez dans l'année. C'est différent de l'encours de la dette. J'y reviendrai. Parce que ça, c'est un point important qu'il faut clarifier de façon définitive aujourd'hui. Et j'espère qu'au terme de mes développements, je réussirai, Président Mamadou Lamine Thiam, à vous convaincre et à vous rassurer. On a parlé souvent de 5 chocs, mais nous faisons face actuellement à 6 chocs. Je vais les citer. Malgré ça, on fait face à 6 chocs. Le premier point, c'est la crise sanitaire avec la COVID-19. Deuxième crise, c'est la crise climatique. Les inondations fréquentes nous rappellent que le changement climatique est à l'œuvre. Troisième crise, c'est la crise énergétique, avec une instabilité des prix du pétrole. Quatrième crise, c'est la crise monétaire, avec un retour de l'inflation. On n'a quasiment plus, au niveau de la zone, au niveau du Sénégal, atteint un taux d'inflation qui dépassait les 3%. Au niveau des produits alimentaires, on est arrivé jusqu'à près de 11%, globalement 8% d'inflation. C'est inédit dans l'histoire économique de notre pays. Il y a la crise alimentaire avec les conséquences, effectivement, de la crise russo-ukrainienne qui a rétroagi sur le marché domestique par le renchérissement des prix. Parce qu'on a une inflation importée, ne serait-ce que de 4%. Les services des statistiques peuvent confirmer. M. Bamba est là, directeur général de la planification et des études économiques, et M. Alénar Diop, secrétaire général du ministère de l'économie. Et la dernière crise, c'est la crise sécuritaire. C'est ce qu'on oublie souvent. Et quand on examinera le budget des forces de défense et de sécurité, on verra comment on investit dans ce secteur pour se prémunir, parce que notre sous-région est ravagée par la violence, du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. Voilà les 6 chocs auxquels notre économie fait face. Malgré tout, on continue notre consolidation budgétaire. Parce qu'effectivement, on a un déficit de 5,5% pour le projet de loi de finances 2023. Je ne connais pas aucun pays, je ne connais pas un pays qui n'a pas un déficit budgétaire dans le monde. Dépenses moins recettes égale déficit. Et ce déficit, il est financé par effectivement de l'emprunt. On y reviendra. Sur cette base, du fait qu'on a un déficit budgétaire de 5,5%, nous sommes venus effectivement au niveau de la représentation nationale pour vous dire que notre projet de loi de finances 2023, le besoin de financement s'établit à 2345,1 milliards. Voilà le besoin de financement du Sénégal. Pour qu'on retienne ce chiffre. C'est différent du service de la dette. Et vous allez voir, il y a un article dans le projet de loi qui dit le gouvernement est autorisé par le Parlement de recevoir des dons, de faire des emprunts, jusqu'à concurrence de. Voilà le besoin de financement de 2345 milliards. Et comment on va réussir à le mobiliser, ce besoin de financement? On le mobilisera par des prêts-projets de 435 milliards,6. C'est des prêts-projets qui sont là. Les financements sont disponibles. C'est des projets qui s'exécutent. Quand on parle de Promoville, c'est un prêt-projet. Quand on parle de PUDC qui s'exécute, c'est un prêt-projet. Quand on parle de la boucle de Fouladou, c'est un prêt-projet. Quand on parle de la boucle du Boudié qu'on exécute, c'est un prêt-projet. On en a donc déjà acquis, déjà signé
en cours d'exécution, c'est 435 milliards,6. Des emprunts programmes, c'est des appuis budgétaires de nos partenaires techniques et financiers sous forme de prêts. C'est la Banque mondiale, c'est la BAD, c'est nos partenaires techniques et financiers qui approuvent la bonne conduite de nos politiques publiques. C'est 158 milliards. Et les interventions sur le marché financier, c'est 1751,5 milliards. Les trois additionnés vous donnent le besoin de financement du Sénégal au titre de la gestion 2023, 2345,1 milliards. Les interventions sur le marché, c'est des émissions de titres publics par le Trésor public. Bons du Trésor ou obligations. On reviendra un peu sur comment nous allons intervenir pour l'année prochaine. Parce qu'effectivement, l'année prochaine, compte tenu des marchés internationaux de capitaux aujourd'hui qui sont relativement fermés, on va mobiliser ce financement à partir du marché financier sous-régional. Voilà ce que je voulais dire. Cela me donne l'occasion d'évoquer la dette publique. Parce qu'on doit intervenir sur le marché financier pour le bouclage des opérations financières de l'État au titre de la gestion 2023. Alors, j'ai remarqué que c'est un sujet qui vous préoccupe, les honorables députés. Je m'en réjouis, c'est un sujet important, effectivement, qui touche à l'avenir de nos enfants, puisque ce sont eux qui vont rembourser les emprunts d'aujourd'hui. Mais commençons d'abord à analyser les ratios, les indicateurs d'endettement. Le premier indicateur, c'est l'encours de la dette publique du Sénégal. Ce que le Sénégal a décaissé et que le Sénégal n'a pas encore remboursé, c'est combien à fin juin? Et ce sera combien en fin décembre? À fin juin, c'est dans le rapport, l'encours de la dette du Sénégal, dette totale de l'administration centrale. Je vais revenir sur les 75% dont vous avez parlé. C'est 11 326 milliards au 30 juin. Et projeté à 11 447,2 milliards à fin décembre, soit 67,9% du PIB inférieur à la norme communautaire de 70%. Mais cet encours de la dette, ce qu'on a déjà décaissé et qu'on n'a pas encore remboursé, c'est constitué de quoi? La dette est intergénérationnelle. Ça transcende les régimes politiques. Je vais vous la démontrer. Avant 2000, il y a au moins plus de 150 milliards qui y sont, et c'est normal. Le barrage de Diamant et de Manantali est un projet important pour ce pays. Mais savez-vous qu'une partie de ce financement a été mobilisée avec le Fonds cohésien de développement en 1982 et qu'on continue à payer cette dette jusqu'en 2026? C'est dans l'encours de la dette. Tout à l'heure, il y a eu des questions qui ont été posées pour dire quel est le poids de la dette du BRT, du Centre, Abdou Diouf et autres. C'est important parce que c'est des projets utiles pour le développement du pays. Mais moi-même, j'ai accompagné des ministres ici pour des projets importants tels que la recapitalisation de la Sénélec. C'est une dette qu'on a contractée avec l'Agence française de développement. Mais cette dette, on l'a contractée en 2008. On va continuer à payer cette dette jusqu'en 2033. Donc sur la période de 2000 à 2012, effectivement, des projets importants comme l'autoroute, qui est un projet phare, mais on continuera à payer cette dette. C'est presque 2000 milliards, plus de 2000 milliards sur cette période. C'est pourquoi je dis la dette, elle est intergénérationnelle et que ça transcende les régimes politiques. Je tenais à donner véritablement les chiffres. Maintenant, est-ce que
Cette dette est supportable. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Il suffit de regarder, d'analyser les lois de finances pour savoir que nous nous sommes endettés pour réaliser des routes. Si on a fait 2526 km de route, c'est à cause de cet endettement. Si on a pu faire 189 km d'autoroute, c'est à cause de cet endettement. La même chose qu'on avait fait avec l'AFD, c'est la même chose qu'on a eu à faire à un rythme maintenant beaucoup plus soutenu. On a fait cette dette pour circuler dans les trains de terre. On a fait cette dette pour que des bus rapides qui ne polluent pas et qui fonctionnent à l'électricité. C'est financé par la Banque mondiale, le Fonds nordique de développement et les autres partenaires techniques et financiers. On a fait cette dette, oui. Beaucoup de demandes. J'ai été vraiment touché par le plaidoyer du député de Sédhiou. Je ne comprends pas Socé, mais je sais qu'elle a parlé du désenclavement, des problèmes de réseau et autres. Mais pourtant, c'est avec cette dette qu'on a réalisé 6673 km de pistes pour désenclaver les zones de production. Oui, on a fait cette dette pour faire des forages dans le monde rural. Le taux d'électrification, le taux d'hydraulique rurale est passé de 80% à 95,1%. Voilà ce à quoi cet endettement a servi. Donc, nous nous endettons effectivement pour électrifier les villages. Oui, c'est 440 villages par an que nous arrivons à électrifier au Sénégal. Le rythme est plus soutenu contre 84 villages électrifiés par an sur la période antérieure. C'est normal, parce qu'effectivement, il fallait accélérer. Et je pense que des exemples ont été donnés ici pour démontrer à suffisance que dans beaucoup de localités, j'ai retenu une localité vers Koumpentoum où sur 300 villages qui n'avaient pas été électrifiés, 100 l'ont été par la suite, à cause effectivement de cet endettement. Je tenais à dire ça, à indiquer aussi que oui, il fallait cet endettement pour bâtir des écoles, faire 35 897 salles de classe, il fallait cet endettement pour pouvoir le faire. Il fallait aussi cet endettement pour construire des instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Oui, il fallait le faire. Mais nous nous endettons parce que les besoins sont immenses et leur prise en charge ne peut pas attendre. C'est vrai. Bien sûr, il faut une bonne politique d'endettement. Vous avez raison. C'est pourquoi on vous a envoyé la stratégie de dette à moyen terme. Et j'ai vu que vous l'avez bien exploitée. Cette stratégie de dette à moyen terme, qui est un document annexe du projet de loi de finances. Mais je peux vous rassurer, la politique d'endettement du Sénégal est saluée par les meilleurs juges de l'endettement. Je veux parler des prêteurs eux-mêmes, les marchés financiers. Lorsqu'ils achètent des titres de la dette publique d'un État, vous savez, ils se posent quelques questions, au moins 5 séries de questions. La première question, c'est de dire, est-ce que son cadre macroéconomique est sain? Est-ce que son environnement politique est stable? C'est important. Est-ce que sa politique fiscale est efficace? S'assurer qu'il y a des ressources suffisantes pour pouvoir faire face à cet endettement. Des politiques sectorielles adéquates. Les prêteurs regardent ça. Est-ce que les finances publiques sont bien gérées? Voilà les questions que se posent les prêteurs. Car des réponses à ces questions vont dépendre de la capacité du pays à rembourser sa dette. Et c'est important. Or, tout ce qui intéresse, c'est ce qui intéresse les marchés financiers. Je vais donner 2 catégories qui vont permettre de savoir comment le Sénégal jouit d'une réputation auprès de ses partenaires techniques et financiers et auprès des marchés financiers internationaux.
Le premier indicateur pour les partenaires techniques et financiers publics, c'est les groupes consultatifs, où on présente la politique économique du pays. Ça a commencé, les groupes consultatifs ont commencé au Sénégal depuis 1987, il y a longtemps. 1987, on a fait un groupe consultatif, on a mobilisé 455 milliards. 1995, on a eu 750 milliards. 1998, on a eu 1000 milliards. 2003, 840 milliards. 2007, 1258 milliards. Depuis ces groupes consultatifs, au total, les engagements financiers de nos partenaires techniques et financiers se sont élevés à 4303 milliards de francs CFA. De 1987 à 2007, sous le magistère du président Macky Sall, on a organisé 2 groupes consultatifs, présidés par son Excellence, Monsieur le Président de la République lui-même, en 2014 et en 2018. 2014, 3729 milliards d'engagements financiers. 2018, 7700 milliards d'engagements financiers. C'est 11 429 milliards d'engagements financiers. C'est 2,6 fois plus le montant mobilisé de 1987 à 2007. Donc ça montre qu'effectivement, il y a une confiance des partenaires techniques et financiers à la conduite des politiques économiques et sociales du gouvernement. Côté privé, c'est les marchés financiers. Je ne reviendrai pas sur ce document que j'ai eu à partager avec l'ensemble des honorables députés. Et je pense qu'un honorable député est revenu là-dessus, sur les eurobonds. Depuis 2009, on en fait. Je dirais juste que la tendance, c'est qu'on a des maturités plus longues et on a des taux beaucoup plus compétitifs. Si en 2009, on est sorti avec 9,25, effectivement, le dernier eurobond, je pense que l'honorable député Bassirou Goudiaby est revenu là-dessus pour nous comparer avec la Côte d'Ivoire. Mais là, c'est juste que la Côte d'Ivoire, on a utilisé un taux nominal qui n'est pas le taux de sortie. Mais le taux de sortie recalculé pour la Côte d'Ivoire vous donne 7,267 en lieu et place des 5 et quelques dont on a parlé. Or, le Sénégal était ressorti avec 6,25. Je vous donnerai les éléments de calcul parce que j'étais dans l'équipe qui faisait l'eurobond effectivement en 2014 et on savait clairement quelle était la stratégie effectivement de la Côte d'Ivoire pour arriver à ce taux nominal alors que le taux effectif réel de sortie était de 7,267%. Retenons que pour vraiment rassurer davantage que tous les pays du monde sont classés en 4 catégories de risque de surendettement. Tous. En Afrique, c'est 55 pays. Il y a risque d'endettement faible, risque d'endettement modéré, risque d'endettement élevé, en détresse. En détresse, moi, je risque d'endettement faible en Afrique, 5 pays fa nek. Moy ñi nga xamné mënu ñoo leb danaka parce que buñu démé duñ leen wul. Mënu ñoo leb. Risque d'endettement modéré, Afrique yépp 15 pays la. Sénégal ci la bok. Sinon ñeneen ñëpp ñu ngi élevé et en détresse. Dernière analyse de viabilité de la dette bi FMI def en juin, Sénégal présente un risque de surendettement modéré. Légui nak indicateur yi koy woné xam nga lan la normalement on a d'abord le taux d'endettement, j'en ai parlé, mais il y a des indicateurs de viabilité de la dette et des indicateurs de liquidité de la dette. La viabilité de la dette, c'est la capacité du pays à faire face à ces échéances à court, moyen et long terme. Il y a 2 indicateurs qui y sont.
valeur actuelle nette de la dette, de la dette extérieure rapportée à la richesse nationale du pays, ça doit être à 55%. Le Sénégal est à 49,7%. Donc en dessous du seuil. Deuxième indicateur, la valeur actuelle nette de la dette extérieure rapportée aux exportations de biens et services. 240%, c'est le seuil. Le Sénégal est à 212,98%. Voilà les deux indicateurs de viabilité de la dette. Les indicateurs de liquidité de la dette, c'est la capacité du pays à pouvoir faire face à ces échéances à court terme. Ces deux indicateurs. Le service de la dette extérieure rapporté aux exportations de biens et services, 21%. Le Sénégal est à 17,96%. L'autre indicateur, c'est le service de la dette extérieure rapporté aux revenus budgétaires. Effectivement, sur ce point, j'ai souvent eu une divergence de vue avec le président Mamadou Lamine Diallo quand je parle de revenus budgétaires. Pour moi, c'est les recettes fiscales et non fiscales qui sont les revenus budgétaires. Ça doit être à 23%, alors que le Sénégal est à 16,72%. En somme, avec ces indicateurs, le Sénégal est confortable. Les marchés ne s'y trompent pas, le FMI ne s'y trompe pas. Et les 75%, c'est pourquoi j'ai corrigé le rapport à la page 20. J'ai dit que tous les autres pays de la région ouest africaine n'incluent pas dans leur dette la dette contingente qui fait au Sénégal 1370 milliards. C'est à peu près 7%. Vous défalquez ça des 75%, vous retombez aux 67,9% de l'administration centrale. Voilà. Si vous voulez comparer le Sénégal avec tous les autres pays, vous ne pouvez pas prendre le ratio de 75%. Étant donné que même les ressources de ces entreprises publiques ne sont pas incluses dans notre calcul de viabilité, dans nos calculs de viabilité de la dette. Voilà ce que je voulais vraiment dire sur l'endettement, parce que ça a été un sujet vraiment très, très important. Il fallait donner ces éléments d'appréciation sur la dette. Et je pense qu'au sortir de là, j'aurais rassuré sur que le Sénégal maîtrise véritablement sa dette. Et ayez confiance. Tout ce que vous avez indiqué comme rachat de dette sous le bouquet, c'est la gestion prudente et active de l'endettement. C'est pourquoi on a fait le rachat des 70%. C'est pour dire que la dette transcende les régimes politiques. Parce qu'en 2011, la dette devait échoir en 2021. Donc on a fait un reprofilage pour pouvoir gérer de façon active un peu notre dette. Voilà sur la dette. Au niveau des recettes de l'État, je pense qu'effectivement, on a une augmentation des recettes opérationnelles. 12 milliards, c'est dit, nous avons un fonds de stabilisation. Fonds de stabilisation, nous avons une recette par rapport à ce que nous prévoyons, xaalis boobu moom mooy dugg ci fonds de stabilisation. Léegi nag bu leen tiit bu leen ragal ci affaire pétrole fekk gaz ñun bañ nañ ko ba bi ñuy def PSE dugaluñ ci woon recette pétrolière et gazière. Bañ nañ ko budget bu ñuy def dañuy calculer déficit budgétaire bi ñuy am hors pétrole et gaz. Donc on est relativement prudent. Cette malédiction du pétrole yi ngeen di wax effectivement loo xam ne la vraiment sóoraale nañ ko bu baax a baax. Léegi nag am na yu bari yuñ ci wax ci affaire dépense fiscale fokk ñu wax ci mu leer ci bopp ñëpp. Dépense fiscale comme niñ ko jëlee mooy daal benn mesure dérogatoire rek bu ñuy jël par rapport à la norme fiscale du droit commun loolu waaw. Mais léegi nañu wax sénégalais ne leen
2020 rek lay cité am na 364 milliards 350 millions de dépenses fiscales yoo xam ne bu ma ko liiree dinañ xam fan la jëm. benn 95 milliards de exonération TVA la ci denrées première nécessité yi maanaam ceeb diwlin ak yooyu. ñaar 27 milliards neuf yi mooy TVA transsocial consommation eau ak électricité buñ ko dindee rek njëgu électricité bi yokk njëgu ndox mi yokk. 81 milliards neuf secteur de l'habitat la notamment dañuy exonérer TVA des locations d'immeubles nus à usage d'habitation. 42 milliards 450 millions yi dañuy réduire ay impôts yoo xam ne ci wàllu revenu nit ñi parce que bu ngeen xoolee 2013 bi ñu defee réforme fiscale bi allégé nañ fiscalité ci salaire yi am na manque à gagner déjà bu 30 milliards boo xam ne amoon nañ ko déjà depuis 2013. 116 milliards neuf nag ci affaire exonération wu enseignement scolaire universitaire secteur boo xam ne la fiscalisé loolu joxe na presque 364 milliards 350 millions. man nag am na yoo xam ne wane nañ ko fi wax ko dossier fiscal nit nag man ministre des finances mënuma ci wax parce que du loo xam ne war naa ci wax légalul ma ñëw fii mu ngi mel ni ma